Bonjour à tous, bonjour à tous. Oui, donc je suis très content d'avoir l'opportunité de vous parler de Caribact, ce projet. Comme Martin le disait, je suis, pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas suivi le parcours, je suis toujours professeur à l'ENS à Paris, mais en délégation auprès de l'IRD pour 2 ans, probablement, enfin, j'espère un peu plus, et en affectation en Haïti avec la faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti, avec un rattachement secondaire à GeoAzur. Donc, je suis aussi toujours rattaché à mon UMR à l'ENS, mais je suis aussi rattaché à GeoAzur. Je trouve que c'est fantastique la flexibilité que nous permet la fonction publique française, et il faut en profiter quand c'est possible. Donc, on a effectivement été approuvé pour un laboratoire mixte international qui est un des outils de coopération de l'IRD, un laboratoire mixte qui implique le GeoAzur et son partenaire en Haïti, l'URGO, l'unité de recherche en géosciences de l'Université d'État d'Haïti. Vous pouvez voir les noms des porteurs. Donc pour l'UEH, c'est Dominique Boisson, professeur Dominique Boisson à la faculté des sciences. Et c'est comme classiquement les LMI, c'est un outil qui dure 5 ans, renouvelable une fois, donc on est parti potentiellement pour 10 ans. Et c'est un outil qui permet, un outil de coopération qui permet un financement récurrent de 40 000 € par an de l'IRD, ce qui n'est pas énorme, enfin qui permet de faire fonctionner un certain nombre de choses, je dirais, en arrière-plan, mais qui surtout a l'intérêt de permettre d'agréger autour de lui tout un tas de financements complémentaires, dont des financements de l'IRD, soit des financements de mission, des financements de bourses doctorales, postdoctorales, des financements de missions longue durée, des financements d'expatriation, etc. Et donc, financement de l'IRD, et d'agréger aussi des financements d'autres bailleurs. J'en dirai un mot tout à l'heure. Donc, c'est un outil qui a pour objectif de fabriquer, de consolider, en l'occurrence ici, un laboratoire de recherche et de formation, parce qu'un master est adossé à ce LMI, comme vous allez le voir. Donc, dans ce pays, en Haïti, avec nos partenaires. C'est un sujet, enfin, le sujet de Caribact est large. On a résolument décidé de partir de ce que faisaient déjà nos partenaires haïtiens, sismologie, les tectoniques et un petit peu d'hydroclimatologie, pour l'augmenter vers les sciences du climat et les sciences humaines et sociales. Donc, c'est un laboratoire mixte international qui a une empreinte au sol qui est celle des sciences de la planète, on va dire, terre, océan, atmosphère, et y compris interaction avec les sociétés. Donc, vous voyez les mots-clés, réduction des risques, adaptation, changement climatique, sciences citoyennes, et les ODD sont là parce que cette diapo est celle d'introduction que nous avions montrée avec mon collègue Dominique Boisson lors de l'oral du LMI Caribact. Donc, les partenaires de Caribact, eh bien, au cœur du dispositif, il y a GeoAzur et le partenaire en Haïti, l'URGO. Donc, tous les deux, évidemment, adossés à leurs universités respectives, l'UEH pour l'URGO et l'Université Côte d'Azur pour GeoAzur. Et cette collaboration dure depuis un certain temps entre l'URGO et GeoAzur, au moins depuis le séisme tremblement de terre de janvier 2010 en Haïti, a été rattachée au cœur de ce cœur de dispositif LMI, Caribact, une unité qui s'appelle ERC2, qui veut dire équipe de recherche sur le changement climatique, qui est à l'intérieur d'une seconde université en Haïti unique qui est l'université Quisqueya. Donc l'ERC2, c'est si vous voulez le volet climat de cette construction. Et vous voyez sur la droite les autres partenaires, je dirais les partenaires du deuxième cercle en France, qui sont le laboratoire l'UMR L'Océan à Paris, l'UMR IGE à Grenoble, et puis je dirais peut-être un second cercle et demi, l'Université des Antilles, l'Université de Bretagne occidentale,
le JET et le NS à Paris. Et sur la gauche, un certain nombre de partenaires régionaux en République dominicaine, à Cuba et en Amérique centrale et en Amérique du Sud, qui sont pour certains déjà un peu rattachés au LMI, mais qu'on a pour ambition de faire venir dans le giron du LMI pour en faire une construction qui soit pas seulement nord-sud, mais aussi sud-sud. Alors, pourquoi j'arrive plus à passer les diapos? Voilà. Donc, le contexte de CARIBACT, c'est un contexte caribéen, c'est un contexte insulaire. Donc, ce domaine insulaire Caraïbe, avec des menaces environnementales qui sont très similaires sur tous les territoires, climat, séisme, tsunami, etc. Vous pouvez les lire. En face de ça, une très forte pression anthropique. Dans des territoires insulaires, ça ajoute au risque de problèmes, de catastrophes. Et puis le manque de cadres de recherche et d'innovation endogènes en Haïti, mais aussi dans les pays voisins, font que les solutions durables sont difficiles à mettre en œuvre dans ces pays. En Haïti, et même chose dans les pays voisins, la préoccupation des risques naturels, du changement climatique, je veux mettre changement climatique à l'intérieur des risques naturels, est quelque chose qui est une thématique qui est partagée dans les plans stratégiques des pays, Haïti en particulier, de l'université, dans aussi les plans stratégiques de partenaires internationaux avec lesquels on travaille ici, comme l'Association des États caribéens ou d'autres. Donc c'est une préoccupation très claire, et en plus en Haïti, on est dans un contexte qui est un peu spécial du point de vue de l'enseignement supérieur et la recherche, qui essaye d'évoluer d'un système un petit peu classique, on va dire, où l'université est surtout un lieu, et quasiment uniquement un lieu de formation de premier cycle, vers un endroit où on y fait aussi de la recherche, où il y a aussi des formations de deuxième cycle et de troisième cycle, donc master et école doctorale. Et le besoin d'accompagnement est fort. Alors tout ça se base sur une réponse scientifique locale en géosciences qui a commencé déjà, puisque le laboratoire URGO de l'Université d'État d'Haïti existe déjà. 9 docteurs, 4 doctorants, un master géorisque dont je dirai un mot tout à l'heure, qui existe déjà, avec 2 promotions qui sont déjà sorties, enfin une qui est déjà sortie, pardon, et l'autre qui est en cours. Et l'URGO est depuis 2018, a été, en tout cas à partir de 2018, une jeune équipe associée à l'IRD avec, encore une fois, déjà le GeoAzur comme partenaire. Côté ERC2, donc climat, ingénierie de l'environnement, l'équipe est beaucoup plus petite, mais a des ambitions pour augmenter sa taille dans les années à venir, avec le soutien des partenaires, notamment l'Océan et IGE. Donc, un LMI, CARIBACT en particulier. Alors, je pense que peut-être tout le monde ici autour de cette table virtuelle ne connaît pas le principe des LMI, mais je pense que c'est en fait acquis pour beaucoup d'entre vous, parce qu'il y a plusieurs LMI, enfin au moins un que je connais, qui sont, dont GeoAzur est partenaire, c'est notamment le LMI SFAN en Équateur. Donc le principe reste le même, il s'agit de renforcer une équipe de recherche locale en partenariat. Donc ici, c'est la JEAI URGO, en l'ouvrant une thématique plus large, en dépassant donc la Terre solide et en allant vers les sciences de la planète dans leur ensemble, les accompagner, ces équipes, vers une structure de recherche qui soit durable et autonome. On a 10 ans pour ça, si tout va bien. Et construire à partir d'Haïti un pôle d'excellence régionale sur les géorisques intégré dans le système caribéen. La question des géorisques dans le système académique caribéen est extrêmement dispersée et finalement traitée dans son ensemble nulle part sur le territoire caribéen. Donc il y a une opportunité là pour CARIBACT et nos partenaires haïtiens. Évidemment, augmenter les coopérations nord-sud et sud-sud qui existent déjà, mais CARIBACT va permettre de les démultiplier, former les enseignants-chercheurs, les acteurs
futurs acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche en Haïti, et puis créer cette première structure pérenne de l'ESR haïtien et au-delà dans le domaine Caraïbes sur les géorisques. Les activités de Caribact, encore une fois, comme tout LMI, on peut les scinder en 4 catégories. Le volet recherche, qui pour nous a 4 axes. Un volet aléa risque, un volet aléa sismique et tsunami régional. Ça, je dirais que c'est le cœur de métier de l'URGO, ce sur quoi l'URGO travaille déjà depuis quelques années, notamment avec GeoAzur, mais d'autres partenaires, en particulier dans le cadre de la GEAI qui se termine maintenant, là, et donc qui est prise en relais par ce LMI Caribact. La variabilité climatique régionale, c'est un sujet qui va être plutôt traité par le laboratoire partenaire ERC2 de l'université Quisqueya. Les phénomènes hydrométéorologiques extrêmes, traités aussi à GeoAzur, en partenariat avec GeoAzur, mais aussi avec, puisque Pierre Brigode et son doctorant Ralph Barthélémy travaillent déjà sur ce, doctorant haïtien travaille déjà sur ce sujet, mais l'IGE à Grenoble est aussi très impliqué. Et puis le 4e domaine, l'axe de recherche, c'est le domaine littoral, qui est un domaine qui rassemble un petit peu un ensemble de problématiques à la fois des sciences de l'environnement, mais aussi en lien avec l'aménagement et la relation sciences-société. Valorisation, donc deuxième volet, base de données ouverte. L'ambition, c'est donc de créer ces bases de données et dans différents domaines, elles existent déjà un petit peu, mais elles sont assez dispersées chez nos partenaires, d'en faire une structure référente pour les acteurs de la gestion des risques et des désastres pour qu'ils puissent interagir notamment avec la protection civile et d'autres institutions nationales qui sont dans le domaine de la gestion des risques et des désastres. Continuer à travailler avec le milieu de l'entreprise pour des raisons à la fois de modèle économique, mais aussi de familiariser les étudiants avec ce milieu-là. Et puis, tout un travail est déjà fait et va continuer d'être fait auprès du milieu scolaire et du grand public. Formation, le cœur du projet, c'est le master géorisque qui existe déjà en grande partie grâce à GeoAzur d'ailleurs, j'y reviendrai. D'insérer ce master dans l'espace caribéen, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'en faire un master commun avec l'Université des Antilles, très concrètement, et peut-être avec d'autres universités locales. Et les discussions ont commencé très concrètement hier, en fait, sur ce sujet-là. Trouver des partenariats avec d'autres masters en France et des échanges de cours, notamment. On sait maintenant si bien fonctionner sur Zoom et d'autres outils de ce type-là, ça peut être une méthode. Et les Haïtiens sont très intéressés à ce qu'on les aide à créer une école doctorale sur les géorisques. Le volet innovation, c'est en fait, finalement, c'est un espèce d'axe de recherche numéro 5. C'est celui de la science citoyenne, de la science participative qu'on a entamé, je vais vous en dire un petit mot tout à l'heure, à partir de la sismologie citoyenne ou socio-sismologie. Mais on doit espérer que Caribact augmente ses activités, enfin on peut en tout cas l'imaginer avec d'autres types de capteurs. Alors quelques mots quand même après cette introduction un peu générale sur le contexte d'une manière qui intéresse peut-être plus directement GeoAzur. Donc j'ai sorti cette vieille planche ici qui illustre le contexte sismotectonique régional. Donc on est, alors est-ce que vous pouvez voir ma souris quand je la bouge pas trop rapidement? Oui, oui, on voit très bien. Ok. Donc Haïti, c'est le tiers occidental de cette île ici qui s'appelle l'île d'Hispaniola. On a ici Cuba, la Jamaïque, Porto Rico, les petites Antilles qui sont ici, et on est à la frontière entre la plaque Caraïbe et la plaque Amérique du Nord avec un mouvement relatif actuel de 2 cm par an. Vous voyez la direction ici du mouvement de la plaque Caraïbe par rapport à la plaque Amérique du Nord. Et une sismicité qui évidemment est relativement abondante sur long de cette frontière de plaque, avec des séismes historiques particulièrement, en tout cas qui sont restés dans les annales historiques en Haïti, et y compris évidemment le séisme de 2010
qui a eu lieu quelque part, qui a eu lieu juste ici. C'est cette étoile blanche qui se trouve là. Et c'est une région où, d'un point de vue, si je passe à la planche du bas, d'un point de vue cinématique, vous voyez ici les flèches noires qui indiquent le mouvement relatif le long de cette frontière de plaque, qui est finalement une frontière en subduction frontale, on va dire, le long de l'arc des Petites Antilles ici, une légère obliquité de la direction du mouvement par rapport à la direction de la fosse, et puis une obliquité qui augmente très fortement le long de la fosse, de la subduction de Porto Rico, ici une subduction très oblique, qui passe ici à une collision de la plaque Amérique du Nord qui porte ici la plateforme des Bahamas avec l'île d'Hispaniola. Donc, vous pouvez imaginer que ce n'est pas par hasard qu'on a ici en face de cette plateforme des Bahamas une île qui est actuellement en surection, en décrochement et en compression. On va le voir tout à l'heure. Et puis, quand on arrive dans la zone de Cuba et du fossé de Caïman, ici, on est dans un système qui est essentiellement un système en décrochement sénestre. Donc des mouvements relatifs parallèles aux grandes failles décrochantes comme la faille de l'Oriente ici par exemple. Donc voilà pour le contexte. Si on regarde les choses avec un petit peu plus de détails, c'est une région où on a fait beaucoup de mesures GPS depuis le début des années 2000. Vous voyez ici en rouge des flèches qui indiquent la vitesse actuelle sur un certain nombre de sites GPS permanents, campagnes, etc. Par rapport à la plaque Caraïbe, vous avez ici 10 mm par an pour échelle. Alors évidemment, les sites qui se trouvent tout au sud, quasiment sur la plaque Caraïbe, ne bougent quasiment pas. Vous verrez aussi, c'est intéressant, mais c'est un autre sujet, que les Petites Antilles et Porto Rico ont des mouvements par rapport à la plaque Caraïbe qui sont très très faibles, ce qui nous dit beaucoup de choses intéressantes sur le couplage, ou plutôt l'absence de couplage sur la subduction Porto Rico Petites Antilles. Mais si on en reste sur Hispaniola, vous voyez qu'on a au premier ordre affaire à une île qui subit un cisaillement sénestre, l'ordre d'à peu près 15 mm par an de cisaillement sénestre, et un raccourcissement nord-sud de l'ordre de 1 cm par an, 8 mm par an, 1 cm par an, raccourcissement nord-sud qu'on a longtemps laissé de côté, enfin, qu'on n'a longtemps pas vu tout simplement. Vous voyez en dessous un modèle cinématique qui montre les failles principales avec des flèches noires qui représentent les mouvements relatifs avec les valeurs en millimètres par an le long de ces failles, telles que prédites par un modèle cinématique contraint par le GPS. Et vous voyez encore une fois les grands décrochements, la composante décrochante du mouvement relatif entre les deux plaques, qui est prise en compte surtout par cette grande faille orientée septentrionale ici, et un raccourcissement, alors j'en reste simplement à la longitude d'Hispaniola ici, un raccourcissement qui est pris en compte par la faille nord-Hispaniola, cette structure qui se trouve compressive, qui se trouve en mer au large Hispaniola. Et puis, vous le voyez ici, des flèches noires qui sont obliques par rapport à cette faille décrochante, ce qui est quand même faille d'Enriquillo, ce qui est un tout petit peu gênant, mais c'est un mystère qu'on est en train de résoudre, notamment avec Bernard Delépinay et Steve Simit. La composante de convergence que vous voyez ici, donc cette petite composante qui manque ici, est en fait prise en compte par des structures compressives en mer dans la baie de la Gonâve ici. Donc voilà, j'arrête là, sinon je vais parler que de ça. Et je vais pas passer en revue le détail de tous les axes de Caribac, mais je vais insister un tout petit peu sur l'axe 1 parce que c'est celui qui concerne le plus GeoAzur. Je dirais quelques mots, mais en position d'incompétent notoire sur l'hydroclimatologie, parce que l'équipe de Pierre Brigode y est impliquée. Les autres, on passera très vite. Donc, l'axe 1, je pense que c'est l'axe dans lequel, comme je disais, l'essentiel de la coopération scientifique avec GeoAzur peut se placer. C'est l'amélioration de la connaissance de la sismique et de tsunami, avec des enjeux qui sont très concrets. L'enjeu aléa sismique, il y a une carte d'aléa sismique pour Haïti, régionale, qui a été faite, je me souviens très bien, en 2 semaines en mars 2010, juste après le tremblement de terre, de manière à pouvoir répondre à des questions assez pressantes de partenaires locaux. Cette carte, elle est à revoir complètement. À
partir de données nouvelles qui ont été acquises depuis et celles qui seront acquises dans le cadre de CARIBAC. Donc là, il y a un objectif extrêmement concret. Des objectifs ou des enjeux plus conceptuels, on va dire, concernent le comportement mécanique des failles actives. Vous avez vu ces grandes failles décrochantes et les systèmes de failles inverses qui sont associés. Donc, dans ce système transpressif qui associe décrochement et raccourcissement. Des enjeux aussi sur la paléosismicité qui est très mal connue en Haïti, donc avec des implications aussi sur le calendrier sismique, paléosismique, donc sur l'aléa sismique. Des croisements à faire sur les relations tectonique-climat, puisque un des marqueurs fantastiques à la fois de la tectonique et du climat, extrêmement bien développé et très très peu utilisé jusqu'à présent, très peu étudié en Haïti, sont les terrasses récifales coralliennes, qui ont été un petit peu étudiées, mais où beaucoup de choses restent à faire à cette jonction tectonique et climat. Tectonique récente, évidemment, et puis la question des données qui est récurrente en Haïti. Haïti, c'est un endroit où si peu, dans tout le domaine des géosciences, finalement, il y a si peu de travaux qui ont été faits, à part peut-être en géodésie ces dernières années, que finalement toute acquisition de données nouvelles apporte une information qui jusqu'alors était inconnue. C'est vrai en terre solide, mais c'est vrai aussi en climat, hydroclimatologie et des autres domaines. Donc, les structures, donc quelles sont les structures tectoniques? Alors, quelques questions posées ne sont pas les seules, mais cartographie des structures tectoniques actives, quelles sont-elles à terre et en mer? Qu'est-ce qu'on peut en déduire sur les mouvements, notamment les mouvements verticaux récents? Donc là, je dirais que c'est de la tectonique ou sismotectonique classique. Autre question, quel est le réel niveau de sismicité en Haïti? Vous avez peut-être remarqué sur les cartes précédentes que la sismicité, à part pour la sismicité historique, la sismicité instrumentale apparaît faible. Et est-ce un biais d'observation? La réponse est oui, évidemment. Quand on n'a pas de réseau sismologique local, on a beaucoup de mal à avoir un catalogue qui soit représentatif ou équivalent à celui des voisins qui, eux, ont un réseau sismologique, comme par exemple la République dominicaine, Cuba ou Porto Rico. Donc, comment améliorer ce catalogue? Qu'est-ce qu'on apprend sur les failles actives? Est-ce qu'il existe des sources sismogéniques non identifiées? Donc, les questions un peu classiques auxquelles on peut adresser à partir des deux questions précédentes. La question du forçage tectonique sur les failles actives majeures, est-ce que ce forçage est dissipé en partie par du glissement sismique? C'est des choses qu'on peut regarder notamment par la géodésie, mais aussi par des études sismologiques fines. Est-ce qu'il y a du fluage asismique sur certaines de ces structures? Pour le moment, la réponse semble être non, mais à vrai dire, on n'a pas regardé avec le niveau de détail suffisant. La question des effets de site, des travaux ont déjà été faits, notamment à GeoAzur. La thèse de Salrac Saint-Fleur abordait cet effet-là, mais cette question-là, mais il faut continuer à y travailler à plus grande échelle. Et la question du catalogue paléosismologique reste, à mon avis, de grande importance pour la mettre en relation avec l'évolution tectonique de l'île, mais aussi avec la question de l'aléa sismique. L'aléa climatique, je vais pas en dire grand mot parce que, d'une part, j'y connais pas grand-chose. En tout cas, c'est pas mon sujet phare, comme vous le savez. Et puis, c'est peut-être pas l'endroit où GeoAzur peut s'insérer de manière la plus pertinente. J'insiste à nouveau, cependant, sur la relation entre climat et tectonique, en tout cas dans les marqueurs géologiques, que ce soit des marqueurs des terrasses récifales ou formations littorales qui sont justement très sensibles à cette interaction climat, en l'occurrence, quand je dis climat, là, je veux dire évidemment niveau des mers et mouvements verticaux dus à la tectonique. Donc, il y a des ponts à faire avec cet axe aléa climatique. L'axe 3, c'est considère les phénomènes hydroclimatiques extrêmes. Donc, comme je l'ai déjà dit, Pierre Brigode, je ne sais pas s'il est là, et Ralph Barthélémy, son doctorant haïtien, sont déjà très impliqués sur cette thématique. Donc, les aléas hydroclimatiques extrêmes, obtenir un référentiel, donc une ligne de base en quelque sorte hydrométéorologique pour l'ensemble du pays, et
comprendre, déjà observer sur des archives, à partir d'archives, et comprendre par des modèles l'origine de la variabilité de l'intensité des pluies et des sécheresses. Les sécheresses sont un sujet extrêmement important dans certaines régions d'Haïti. Quelle capacité prédictive avons-nous à partir des données actuelles? Et encore une fois, cette question des données, où sont-elles? Comment croiser en particulier les données au sol, pluviomètres et autres, avec des données satellitaires, et mettre ça en face de scénarios climatiques globaux pour comprendre l'évolution future de ces extrêmes climatiques sur une échelle qui est une échelle relativement limitée, et je vais arrêter là sur ces questions-là, parce que ces questions de changement d'échelle là sont manifestement extrêmement importantes pour nos collègues hydroclimatologues. Et là, je dérive en dehors vraiment de mes domaines de compétences. Donc voilà pour l'axe 3. Et l'axe 4, c'est un axe d'intersection, en fait, ce qui est extrêmement important dans tous les domaines insulaires. C'est le domaine littoral, donc dans un contexte ici évidemment de changement climatique, de variabilité climatique, en tout cas au niveau des mers, et sismotectonique, avec des enjeux qui sont liés à l'urbanisation, l'économie du littoral, et des processus d'érosion, de pollution, de variabilité naturelle et anthropique de ces systèmes, les écosystèmes coralliens et les écosystèmes de mangroves, qui sont quelque chose d'extrêmement important pour l'économie en Haïti. Climat, tectonique, et encore une fois les données. Donc là il y a aussi une porte d'entrée pour GeoAzure, notamment pour tout ce qui concerne les mouvements verticaux récents, actuels et récents, enregistrés notamment par les terrasses récifales côtières. Le dernier axe, c'est un axe, alors on l'avait pas appelé axe scientifique dans le dossier de LMI, on avait mis ça dans la case innovation, parce qu'il fallait remplir la case innovation, on ne savait pas trop quoi y mettre. Donc on a dit, on va mettre dans cette case innovation le travail qu'on a commencé à faire sur l'engagement participatif des citoyens dans l'acquisition de données, justement. Donc on est ici à la frontière entre sciences et société, sciences-société, ou le triptyque sciences, société, citoyen, avec des enjeux qui sont celui de l'implication citoyenne dans l'acquisition de données, des enjeux qui sont de comprendre les perceptions, les représentations des risques environnementaux. Donc là, on est dans la socio-anthropologie du risque, on va dire, et puis jusqu'à aller vers la co-construction de solutions avec des acteurs. Ça veut dire quoi avec des solutions? Eh bien, de réseaux d'observation, de réseaux d'information qui soient adaptés aux besoins des acteurs, qui soient pertinents, plus seulement uniquement pour les scientifiques, mais aussi pour les différents acteurs, en particulier le citoyen lambda qui est intéressé à les recevoir. Donc, on avait commencé ce travail dans le cadre d'un projet dont je vais dire un mot tout à l'heure, en sismologie à faible coût, des capteurs à faible coût. Donc, peut-on utiliser les capteurs environnementaux à faible coût? Eh bien, la réponse est oui, en tout cas pour la sismologie, et probablement oui aussi pour d'autres types de capteurs, notamment des capteurs hydrométéorologiques. Comment engager les citoyens, les communautés, les écoles, comment les placer au cœur du dispositif de production et d'accès à l'information scientifique, et comment définir une relation un peu nouvelle entre citoyens et hébergeurs de ces capteurs à faible coût et les scientifiques, et un petit peu inverser le modèle classique qui est celui d'une information qui est, en tout cas d'une information scientifique qui est détenue par les scientifiques, par les sismologues par exemple, qui est traité par les sismologues, qui est analysé par les sismologues, interprété par les sismologues, vulgarisé par les sismologues, et puis diffusé par les sismologues vers les citoyens, vers les acteurs de terrain. Est-ce qu'il n'y a pas moyen est-ce que ce n'est pas intéressant de faire aussi en complément de cela une approche peut-être plus horizontale, ou une approche en sens inverse, une approche en tout cas qui place les citoyens et les acteurs non scientifiques au cœur de ce système d'acquisition
de données pour essayer de co-construire des produits qui ne soient plus dans le domaine de la vulgarisation, mais qui soient vraiment une construction ab initio avec, à bénéfice réciproque et en collaboration entre les scientifiques et les citoyens. Donc, comment utiliser les réseaux sociaux comme moyen de démultiplier la démarche que je viens de rapidement expliciter, et puis utiliser cette relation dans un champ plus socio-anthropologique pour mieux comprendre les perceptions et les attentes des différents acteurs, des différentes classes socio-économiques, notamment ici, face aux risques environnementaux dans un contexte assez compliqué d'un système, d'un pays on n'a pas le droit de le dire en sous-développement, mais il y a beaucoup de problèmes et beaucoup de diversité socio-économique, culturelle, religieuse, etc. Alors, 2 mots sur ce projet de socio-sismologie du risque en Haïti. J'en profite. Vous avez compris que ce n'est pas vraiment une présentation scientifique au sens classique, c'est plus une présentation d'information et quasi publicitaire en quelque sorte pour Caribac. Donc, j'en profite pour mentionner ce projet socio-sismologie du risque en Haïti, le projet SERAI, qui est un projet dont GeoAzur est un partenaire et le partenaire majeur. Donc, c'est un projet qui est financé pour le moment par le CNRS, la mission d'interdisciplinarité, et l'IRD, qui se termine à la fin de cette année. Et l'idée, c'était justement de commencer à mettre en œuvre concrètement les idées que je viens, un peu théoriques, je l'admets bien, que je viens d'expliciter sur la diapositive précédente, en utilisant des petits capteurs sismologiques, des Raspberry Check que vous connaissez tous, parce qu'il y en a un, je pense, qui est toujours là dans l'entrée d'un des bâtiments de GeoAzur. Et ces capteurs valent entre 500 et 1000 euros, suivant le modèle que l'on achète. Ils peuvent être rendus, comment on appelle ça, ils peuvent être rendus imperméables à la pluie, aux poussières, etc. L'adjectif m'échappe. Et vous voyez ici une jeune femme qui vous donne l'échelle de ce capteur. Vous remarquerez le type de construction, évidemment absolument pas parasismique, assez classique de l'essentiel des quartiers populaires relativement défavorisés, ici en l'occurrence en Haïti. Donc, on a installé un certain nombre de ces capteurs dans le cadre du projet SERAI en Haïti. Vous voyez sur la figure du milieu, sur la carte du milieu, les points rouges sont les capteurs qui sont actuellement installés. Alors, tous ne sont pas fonctionnels, mais l'essentiel d'entre eux, et je crois qu'il y en a 2 aujourd'hui, 3 qui ne sont pas fonctionnels. Et vous voyez en jaune les stations large bande actuellement du réseau sismologique national haïtien, donc qui est opéré par notre partenaire Bureau des mines et de l'énergie ici en Haïti. Il y en a au jour d'aujourd'hui 2 qui sont opérationnels, pas tous les jours encore. Donc c'est très compliqué pour tout le monde, mais en particulier en Haïti, de maintenir un niveau de technicité suffisant pour que ces stations fonctionnent, pour qu'elles soient installées convenablement, pour qu'elles soient réparées, pour que leurs données soient utilisées. Et donc, un des objectifs de SERAI, c'était de tester comment un réseau de stations Raspberry Check, qui sont en gros, un Raspberry Check, c'est un géophone, c'est un vélocimètre ou 3 vélocimètres dans certains types de Raspberry Check, plus éventuellement, si on veut, un accéléromètre, 3 composantes. Comment ce type d'instrument permet de compléter ce réseau sismologique et puis d'obtenir de l'information sismologique pertinente pour des activités, je dirais, de surveillance sismologique de base, simplement localisation des séismes et puis calcul de magnitude, éventuellement de mécanismes au foyer, donc des choses vraiment assez basiques, et peut-être on peut imaginer des choses un petit peu plus complexes. Donc voilà, à droite ici, vous voyez un de nos hébergeurs qui se trouve, que Bernard connaît bien. J'ai vu que Bernard était là, parce que c'est Bernard de l'Épinay qui avait déniché, entre guillemets, monsieur Pierre-Guy Mézil, qui est à Jérémy. Jérémy, ça se trouve ici.
Vous le voyez chez lui ici avec Internet, l'électricité, et on la voit assez mal dans le coin, une petite boîte ici qui est un Raspberry Shake ici 4D, donc un vélocimètre plus un accéléromètre, 3 composantes qu'il a installé chez lui dans son salon. Il avait fait pour ça des travaux spécifiques parce qu'il est quelqu'un de particulièrement curieux et intéressé, un excellent contributeur à ces activités. Donc le Serail, quelques mots de plus sur Serail. Serail repose en grande partie sur des efforts qui se sont réalisés à GeoAzure, notamment la plateforme Haïti Séisme. Alors vous reconnaîtrez comment on appelle ça, le copy and paste un petit peu de la plateforme, comment s'appelle-t-il, s'appelle-t-elle Azure Séisme, je crois, dans les Alpes-Maritimes. Donc, Jérôme Chaise et Fabrique Mex ont fait un travail extraordinaire pour porter leur code, ou en tout cas les adapter au cas d'Haïti. Donc, vous voyez ici l'interface classique d'Haïti Séisme. Donc, les détections sont réalisées automatiquement à partir d'un système qu'ont construit Jérôme et Fabrice, donc qui reçoit en temps réel les données des stations Raspberry Shake et des stations large bande ou pas, d'ailleurs, aux courtes périodes aussi, des pays, pour certaines, des pays voisins, notamment République dominicaine et à Cuba. Donc, des détections automatiques sont réalisées et Tony et Anne, alors à tour de rôle, ou je ne sais pas comment ils se partagent le travail, mais enfin, je pense que ce sont essentiellement eux qui font le travail de vérification, de relocalisation a posteriori de chaque événement. Tout ça pour aboutir à un catalogue sur un an que vous voyez ici, sur un peu plus d'un an, que vous voyez ici. Donc, on a commencé cette opération en août 2019 et à date de mi-décembre dernier, il y avait dans le catalogue 443 événements avec une magnitude de complétude de l'ordre de 2,4, ce qui est assez exceptionnel en fait et pas bien mieux que ce que moi j'imaginais. Et ce qui nous permet de voir un certain nombre de choses extrêmement intéressantes dans cette sismicité et des choses assez troublantes aussi. Moi, ce qui me trouble le plus, c'est que cette sismicité, elle apparaît relativement diffuse. On peut toujours se poser la question si c'est un effet de réseau, mais ce n'est pas le cas. Elle est de fait diffuse, je veux dire par là qu'elle ne concerne pas uniquement les deux grands systèmes de failles actives auxquels on pense instantanément, peut-être quand on pense à Haïti, le système de failles d'Enriquillo qui traverse la presqu'île du Sud ici, et le système de failles septentrional au nord ici. Vous voyez qu'il y a une sismicité entre ces deux domaines qui est importante et qui reste à expliquer en vérité. Donc voilà, en sismologie, donc Work in Progress, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites grâce à cette plateforme. La thèse de Silver Paul qui va travailler avec Tony, avec Anne, avec Françoise et d'autres à GeoAzure va permettre d'améliorer ces détections, d'améliorer ce catalogue. Je ne rentre pas dans les détails ici. Dans le cadre de Caribac, donc Silver Paul est un doctorant qui n'a pas encore commencé, mais qui va bientôt, on l'espère, commencer. C'est un doctorant haïtien qui devrait arriver, on espère, en avril, et sinon ce sera bien en mai. Tout dépend des conditions Covid, évidemment, arriver à GeoAzure. Alors, Work in Progress, parce que là, je ne peux pas m'empêcher de montrer cette petite diapo qui est une capture d'écran où on avait dessiné des choses horribles avec Bernard de l'Épinay et Steve Simit pour montrer qu'on voit quand même des choses intéressantes. Je ne vais pas décrire le détail de ce qu'il y a sur cette figure, mais regardez cette sismicité. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un profil nord-sud, donc le sud à gauche, le nord à droite. De la sismicité, donc une coupe au travers de la sismicité dans la boîte rectangulaire que vous voyez sur la carte à droite. Et regardez cette sismicité profonde ici, dans la zone qui se trouve, dans cette zone intermédiaire, effectivement, qui n'est pas exactement, qui est un petit peu au sud de cette grande faille décrochante ici. Cette sismicité, on a l'impression qu'elle définit
l'interface, une interface ici de l'interface Caraïbes-Amérique du Nord, peut-être le toit en quelque sorte du slab nord-américain. Donc ça, ce sont des choses tout à fait, alors gros point d'interrogation, c'est des choses qu'on essaie de mettre en relation avec les données géodésiques pour comprendre la cinématique locale, enfin cinématique des déformations actives dans la zone. Beaucoup de travail à faire, mais des connaissances nouvelles en perspective sur ce système un peu spécial qui combine à la fois, comme vous le voyez sur la figure de droite, du décrochement sénestre, c'est pas nouveau, ça fait des dizaines d'années qu'on sait qu'il est là, et une composante de raccourcissement tout à fait inattendue et qui reste encore une fois à expliquer. Et le rôle relatif des grands décrochements et des systèmes de raccourcissement ou les systèmes de failles sur lesquels s'exprime le raccourcissement reste à comprendre, en particulier comment se passe comment ils fonctionnent ensemble et comment ils se propagent, notamment pour le système décrochant, comment celui du Sud en particulier, comment il se propage à l'intérieur de ce système, à l'intérieur de ce dispositif compressif. Alors, voilà, c'était quelques mots sur les aspects je dirais, sismotectoniques de Sérail. Alors, quand je dis Sérail, il faut imaginer Sérail dans le cadre de Caribac, ce que ça va devenir au-delà. Quelques mots sur le volet sociologie ou socio-anthropologie. Là, on sort évidemment de mes compétences. Mais ce réseau Raspberry Check nous permet aussi des interactions, vous le voyez à gauche ici par WhatsApp, privilégiées avec les hébergeurs des stations Raspberry Check. Alors, nos collègues sociologues sont particulièrement friands de ce genre d'échanges parce qu'ils en retirent des informations pour leur recherche. À droite, ici, vous avez un exemple de réponse à un questionnaire qu'on avait émis en janvier 2020 pour les 10 ans d'anniversaire, les anniversaires des 10 ans du séisme de 2010. Une des questions, parmi les nombreuses questions qui étaient posées aux gens qui ont répondu. Donc, 1500 personnes ont répondu à ce questionnaire et on peut commencer à faire des analyses intéressantes qui montrent notamment, et ce n'est pas exactement ce qu'on pensait, mais que vous voyez ici, le niveau de confiance envers les scientifiques est très haut, le niveau de confiance envers le religieux est par contre beaucoup plus bas. Alors quand on regarde avec un petit peu plus de granularité cette affaire, alors pour les scientifiques, on est assez content a priori de voir ça, mais quand on regarde avec un peu plus de granularité cette affaire, on voit que cette tendance, elle a tendance à s'inverser plus on descend dans les couches sociales. Donc, c'est peut-être pas inattendu, mais en tout cas, ça appelle là aussi à des réflexions que nos collègues socio-anthropologues sont en train de développer en ce moment. Donc, Sérail, alors pour que je parle de Sérail, pour faire un petit peu de pub pour une autre activité qui aura lieu, dans laquelle GeoAzur est très fortement impliqué et qui est en intersection avec Caribac, c'est Osmose. Alors, j'ai oublié ce que ça veut dire Osmose, j'aurais dû mettre c'est l'acronyme du titre du projet, mais c'est en gros la poursuite, la continuation, l'augmentation du projet Sérail dont je viens de parler. Donc, c'est une demande qu'on a faite à l'ANR et qui est en phase 2, enfin qui a passé la présélection, donc on est en train de travailler là-dessus. GeoAzur est au cœur enfin GeoAzur est porteur tout simplement de cette ANR, donc sous couvert de l'IRD. Vous voyez en bas à gauche ici les quelques éléments financiers et les autres partenaires sont le Centre sismologique euroméditerranéen, le LAM, qui est un laboratoire qui s'appelle Les Afriques dans le monde, qui est hébergé par Sciences Po Bordeaux, qui est un laboratoire IRD aussi, PRODI, qui est un laboratoire de géographie humaine et physique qui se trouve à Paris, et puis nos collègues, je dirais, classiques en Haïti. Et donc, le principe de base ou l'hypothèse de base
du projet dans la suite d'Osmose, dans la suite de notre projet Serail, c'est de placer les citoyens. Donc, comment placer, est-ce que placer les citoyens et les communautés au cœur des mécanismes de diffusion de l'information, production et de diffusion de l'information scientifique peut aller jusqu'à, en tout cas, améliorer la conscientisation au risque sismique, voire même induire des initiatives individuelles, autonomes de protection. Et donc, l'idée, c'est de tester au travers de Serail, d'aller vraiment jusqu'au bout de l'hypothèse émise ou des travaux faits dans Serail, c'est de déterminer si finalement on ne pourrait pas mettre en place un réseau sismologique qui ne soit plus un réseau de sismologues, mais un réseau finalement un réseau multipartenaire avec la société civile, avec les institutions intéressées à ce type de questions, avec évidemment les sismologues, et d'en faire donc cette espèce voilà, de réseau multipartenaire où se passe non seulement des échanges verticaux des sismologues vers la population, mais aussi des échanges horizontaux et de l'apprentissage co-construit entre les différents acteurs. Donc, voilà, ce Osmose a 4 work pack, comment on dit ça en français, je ne sais pas, work package, dont le premier concerne très fortement GeoAzure, puisque il va donc avoir pour objectif d'augmenter le nombre de stations Raspberry Check en Haïti, d'optimiser les détections automatiques, j'en ai un petit peu parlé déjà dans le cadre de la thèse de Silverpol, et puis avec Quentin Blétry, la mise en œuvre de méthodes d'intelligence artificielle pour finalement extraire du bruit, extraire de l'information, extraire des signaux, extraire des séismes, du bruit ambiant, notamment en utilisant des colocalisations de stations large bande, ou stations en tout cas à faible bruit, avec des stations, avec des sismomètres RS à faible coût. Et là, Quentin peut vous en dire beaucoup plus si vous avez des questions là-dessus. Donc, on espère que Cosmos sera financé, et comme vous l'imaginez, on est un petit peu dans la course à l'échalote ces 14 derniers jours pour arriver à boucler tout ça. Donc, quelques points clés je reviens maintenant pour terminer sur Caribact et sur le domaine sur Haïti et je dirais la région qui l'entoure en général. Scientifiquement, on est dans un quasi-désert de données et d'études. Un collègue me disait récemment, mais en fait, ce n'est pas un collègue sismologue, c'est un collègue climatologue. Il disait, mais en fait, toute nouvelle donnée en Haïti est une donnée nouvelle. C'est un petit peu, oui, voilà, c'est un petit peu circulaire, mais ça veut dire que Haïti et plus généralement le domaine Nord-Caraïbe, dans beaucoup de domaines, je ne parle pas seulement ici de la tectonique ou des questions qui peuvent intéresser GeoAzure, mais aussi dans tous les autres champs disciplinaires de Caribact, reste extrêmement peu étudié. Et donc, ce n'est pas un chantier vierge, bien sûr, mais c'est un chantier où énormément de choses restent à faire, y compris dans des domaines comme celui des mouvements de terrain, où vraiment très peu de choses ont été faites. Et pourtant, c'est une problématique majeure. Le domaine côtier littoral extrêmement peu étudié. Les questions des archives météoclimatiques que Pierre et son groupe connaissent bien, etc. D'un point de vue sismotectonique, le contexte est particulièrement motivant, je dirais, d'une part parce qu'on est en train de construire un catalogue de sismicité. Là aussi, on est dans toute donnée nouvelle, toute nouvelle donnée est une donnée nouvelle. Un catalogue de sismicité qui est en train de se dérouler sous nos yeux et qui est en train de nous apprendre des choses de premier ordre qui sont, en tout cas pour moi, pourtant je travaille sur le domaine depuis longtemps, relativement insoupçonnées et qu'il faut maintenant mettre en parallèle avec d'autres types d'observations et puis d'autres types de concepts, notamment celui de la propagation des frontières de plaques décrochantes. On est ici très probablement dans un système de fin de propagation ou de début, enfin un propagateur décrochant à l'intérieur d'un système convergent. Et ça, c'est assez motivant sur les concepts, je dirais,
point de vue géodynamique des frontières de plaques. Les implications sont de premier ordre sur l'estimation d'aléas sismiques et tsunamis, et j'espère que dans le cadre de CARIBACT, sans trop tarder, dans les premiers 5 ans de CARIBACT, on sera en capacité de fabriquer une nouvelle carte d'aléas sismiques à partir des données acquises ces dernières années. C'est vraiment important, je pense, pour tout un tas de raisons, des raisons fondamentales liées à l'utilisation classique des cartes d'aléas sismiques, mais aussi parce que ces cartes d'aléas sismiques nous permettent ici, localement, de faire un plaidoyer finalement relativement efficace sur le risque sismique, parce que eh bien, même si on ne comprend rien à l'accélération du sol, eh bien, on voit des couleurs et on voit qu'il y a des zones qui sont quand même plus dangereuses que d'autres. Et puis on voit aussi quand finalement tout le pays est concerné par les risques sismiques, et on arrive à partir de là à dérouler un discours de plaidoyer auprès des institutions nationales et internationales qui financent la gestion des risques et désastres ici. On l'a vu, moi je l'ai vu en direct pour la première carte d'aléas sismiques qu'on avait faite sur un coin de table, comme je vous l'ai raconté. Donc c'est très important. Les enjeux de développement sont majeurs aussi, notamment pour ce qui concerne la construction du système d'enseignement supérieur et de recherche en Haïti, mais bien sûr bien au-delà. Quelques éléments à garder en tête aussi d'un point de vue stratégique. On a la chance en Haïti d'avoir un fort soutien de partenaires historiques, un petit peu quand même, hein, comme le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France, qui soutient le master géosciences, géorisques de l'URGO depuis donc de CARIBACT, de fait maintenant depuis de nombreuses années, qui émet chaque année des bourses doctorales dites en ténor firma, qui cette année, donc une vingtaine de bourses par an, si je me souviens bien, dont 2 cette année recevront un complément de l'IRD. Ça, c'est une nouveauté et c'est particulièrement intéressant, et ça doit particulièrement motiver les partenaires de CARIBACT, parce que évidemment, si on peut imaginer que, alors on ne peut pas imaginer, jamais nous n'oserions imaginer que nous puissions avoir, que CARIBACT puisse avoir un traitement de faveur de l'ambassade de France, simplement parce que l'IRD met 2 bourses complémentaires ou complémente 2 bourses. Enfin, quand même, on peut s'imaginer qu'il ne serait pas impossible qu'on en bénéficie dans le cadre de CARIBACT. Donc, ces bourses, elles sont là. Les dettes limites pour les demander, c'est en janvier, et des discussions ont déjà commencé d'ailleurs avec certains partenaires et certains étudiants. L'agence universitaire de la francophonie, l'AUF, qui est un opérateur académique international qui a un bureau dans la Caraïbe et aussi extrêmement soutient beaucoup nos activités. Ils contribuent eux-mêmes aux bourses en ténor firmin. Ils contribuent à l'URGO depuis plusieurs années, donc ils souhaitent fortement continuer à s'impliquer dans CARIBACT avec des financements qui ne sont pas des financements extraordinaires, enfin des financements pour des missions, des financements pour des morceaux de bourse, des financements pour des cofinancements de colloques, etc. Et puis vous savez, vous connaissez bien la recette, hein, c'est toujours pareil, quand on a commencé à agréger quelques partenaires, 10 000 euros plus 10 000 euros plus 10 000 euros, au bout d'un certain temps, ça en fait 50, ça en fait 100, et on peut faire des choses vraiment intéressantes. L'Agence française pour le développement, l'AFD, n'est pas encore très impliquée dans nos activités, mais est extrêmement intéressée, notamment sur les aspects sciences participatives, sciences citoyennes, ce qui voilà quelque chose d'innovant qui est en adéquation avec leur portfolio en Haïti. Je mentionne l'UCA, donc l'Université Côte d'Azur, qui cofinance la thèse de Silver Paul et qui soutient très fortement ce projet CARIBACT. Alors, je ne veux pas parler pour Emmanuel Tric et la direction de la présidence de l'université, mais c'est une affaire un petit peu historique, et je pense que le LMI CARIBACT est tout à fait en phase, en tout cas si j'ai bien compris, avec les ambitions sud de l'UCA. Et puis, il y a en Haïti de multiples, alors on appelle ça ici les grands bailleurs internationaux, Banque mondiale, Banque interaméricaine de développement, Union européenne, etc., qui souvent attendent des bonnes idées bien formulées. Et là, c'est à nous de jouer. Si on peut arriver en ordre de bataille sur certaines thématiques qui les intéressent, évidemment avec des volets qui devront être en grande partie applicatifs quand même, parce que eux, ils sont dans le développement. En tout cas,
ils voudraient l'être. Disons, si on arrive avec de bonnes idées qui permettent de placer nos activités, eh bien, on peut aussi là ouvrir des portes. Donc l'application effective, je pense que c'est ma dernière diapo de GeoAzure dans toutes ces affaires. Alors j'aurais peut-être dû commencer par cette diapo, mais elle est de longue date. Ça fait des dizaines d'années que GeoAzure et ses incarnations antérieures depuis l'Institut de géodynamique, je n'ose même plus dire de quand ça date, voilà, dans les années 80, 90, allez, travaille sur la région caribéenne, notamment le Nord Caraïbe. Cette implication a été renouvelée après le tremblement de terre de 2010, comme beaucoup d'entre vous le savent, avec une campagne à la mer post-séisme, des campagnes sismologiques à terre, la thèse de Saint-Brec-Saint-Fleur avec notamment Françoise et d'autres sur l'effet de site. La co-construction du master géosciences géorisque, c'est issu du travail, d'un travail extraordinaire qu'a fait notamment Emmanuel Tric avec la faculté des sciences ici. Donc ça, c'est un produit en partie de GeoAzure. La GEAI qui s'est mise en place en 2019, en fait en 2018, puis avec GeoAzure comme partenaire et Bernard de Épinay comme co-directeur avec Dominique Boisson en Haïti. Les contributions au cours du Master ERGEO depuis 2018, alors j'en ai probablement oublié, des stages de recherche M2 en 2019, celui de Silverpol, de Bréziers, et il y en a d'autres, mais toutes mes excuses, je les ai oubliés, des doctorats en cours, une expatriation et la codirection du LMI de fait, ça c'est pour moi-même. Donc pour finir, vous pouvez vous demander, bon d'accord, ok, c'est sympa tout ça, mais comment on dit en anglais, what's in it for me? C'est à vous de voir. Je pense que pour certains d'entre vous qui sont déjà impliqués dans la région, la question se pose pas vraiment. Pour d'autres qui le sont de manière tangentielle ou qui voudraient l'être qui voudraient s'impliquer, les portes sont vraiment ouvertes. Donc vous avez compris qu'il y a un terrain de recherche qui est là. C'est un terrain qui n'est pas seulement le terrain haïtien, mais c'est le terrain haïtien et caribéen dans son ensemble. Qu'il faut considérer avec des thématiques tout à fait pertinentes, des thématiques du moment, notamment en sismogénèse, mais pas seulement. Des contributions au cours du master URGO, et ce sera intéressant à un moment donné, ce n'est pas l'occasion ici, mais maintenant, mais de discuter peut-être d'échanges de modules en distanciel avec, de modules pas au pluriel, ça peut être un module pour commencer, avec le master GeoAzure. Alors, je ne maîtrise pas exactement ces contours, mais enfin, avec certains des modules, j'imagine, pourraient être offerts en distanciel au Master URGO. Ce serait une bonne manière de mutualiser des efforts. Des accueils de stages de recherche M2 en 2021, pour des raisons qui sont liées au Covid et à la situation politique et l'insécurité en Haïti. Le master ici à l'URGO a été décalé dans le temps de plusieurs mois. Mais sachez que des étudiants de ce master sont en train de finaliser leur M2 et devraient être en position de partir en stage de recherche à partir de juillet, si tout va bien, juin-juillet. Donc c'est des stages qui durent, c'est des stages classiques de M2, donc typiquement 5 mois, plus ou moins quelque chose. Et si vous avez des idées, évidemment, c'est le moment de les faire sortir parce que vous pouvez me les faire passer. Je les transmettrai aux étudiants. Les financements pour ces étudiants sont faciles à trouver. Donc, vous pouvez déjà imaginer vous pouvez considérer qu'ils sont acquis, que ce soit pour leur rémunération comme pour leur voyage et séjour. Serait prise en compte soit par Caribact, soit par d'autres partenaires, ambassades, UF, etc. Des doctorats à venir, les bourses Antenor Firmin dont j'ai déjà parlé, les bourses Arts de l'IRD que vous connaissez déjà, etc. Donc, tous ces instruments, si vous avez des idées, vous pouvez déjà commencer vous pouvez déjà pas commencer, fabriquer des sujets, contactez-moi, contactez Dominique Boisson, contactez tous discutez-en entre vous à GeoAzure. Je ne sais pas il faudrait faire peut-être une réunion un peu formelle, j'en sais rien quel est le meilleur moyen de fonctionner sur ces questions-là, de manière à ce que, au cours de que ce LMI puisse bénéficier très concrètement, en
termes de bourse doctorale aux équipes de GeoAzur. Au-delà de ça, eh bien, alors venez en Haïti, la situation Covid est très calme, on va dire. Le virus circule très peu ici, heureusement. On n'a pas besoin de ce genre de problème. La situation sécuritaire, on peut en discuter, mais elle est volatile, on va dire, incertaine, mais elle n'est pas du tout catastrophique, contrairement à ce que vous voyez à la télévision sans doute. Elle est catastrophique dans certains endroits très spécifiques, mais globalement, on fonctionne. Donc, des missions longue durée, des expatriations sont possibles. Notre collègue socio-anthropologue Alice Corbet, qui est au laboratoire des Afriques dans le monde à Bordeaux, devrait, on espère, venir en Haïti à partir de l'an prochain pour une expatriation. Bon, votre participation à Osmose, on espère que ce sera financé, évidemment, ou d'autres types de projets aussi que vous pourriez avoir, d'autres types de déposés dans le cadre de Caribact. Tout ça est le bienvenu. Et j'en profite pour mentionner, pour ceux qui ne le savent pas encore, que Caribact a déjà eu son kick-off meeting, mais un kick-off meeting essentiellement en distanciel, en visioconférence, mais aura son colloque de lancement officiel avec tambours et trompettes, on l'espère en tout cas, le 9, 10 et 11 novembre 2021. On espère que présence physique en Haïti des collègues français et d'autres pays sera possible. Donc, si ça vous intéresse, venez, marquez ça dans vos calendriers. Il y aura évidemment des sessions spécifiques sur les thématiques qui intéressent GeoAzur. Ce sera un colloque international qui va dépasser assez largement en ambition et en taille pour ceux qui ont connu les colloques 2017 et 2019. Et puis qui aussi, du point de vue de ces thématiques, va évidemment toucher l'ensemble des thématiques de Caribact, donc terre solide, atmosphère, événements extrêmes et sciences et société. Voilà, je vous remercie pour votre attention.